On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mardi 23 novembre, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran, Raphaël Grossi, qui vient chercher un terrain d'entente avec l'Iran à une semaine de la reprise à Vienne des négociations prévues pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien suspendu depuis le mois de juin. La crainte d'une nouvelle nuit de violence aux Antilles françaises, la réunion d'hier à Matignon n'a pas ramené le calme. Point de départ de la crise, l'obligation vaccinale pour les personnels soignants reste une priorité pour l'État, prêt toutefois à accepter le recours au vaccin sans ARN messager. La police criminelle internationale avec à sa tête un homme poursuivi pour torture. Ça pourrait bien être le cas si Interpol choisit l'Émirati Ahmed Nasser Al-Raisi. L'organisation internationale va désigner son président. Le favori est sous le coup de plusieurs plaintes, notamment ici même en France. Il est 21h à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Il vient pour, dit-il, chercher un terrain d'entente avec l'Iran. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est à Téhéran. On est à moins d'une semaine de la reprise à Vienne des négociations prévues pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Mounia Kassem. Il n'était pas revenu en Iran depuis le 12 septembre dernier. Raphaël Grossi, chef de l'AIEA, est à Téhéran pour reprendre les discussions avec les autorités iraniennes sur leur programme nucléaire. À ce stade, nous continuons les négociations dans l'espoir de trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente, car le temps presse. Lundi prochain à Vienne, les grandes puissances, dont les États-Unis, vont retrouver l'Iran pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire. Ce qui est important, c'est que l'Iran est déterminé à poursuivre son programme nucléaire et veut utiliser tous les aspects de la technologie nucléaire pour améliorer la vie de sa nation, y compris pour produire de l'énergie nucléaire. L'échec de la voie diplomatique pourrait avoir des répercussions dans toute la région. Pour Israël, Téhéran enrichit son uranium à des fins militaires et pour ainsi se doter de l'arme nucléaire. Le pays se sent directement menacé et promet de ne pas laisser les Iraniens en arriver là. De toute façon, même si l'accord est rétabli, Israël ne fait pas partie des signataires. Notre pays ne se sent pas lié par celui-ci. En 2015, lors de la signature du texte, nous avons baissé la garde. Ça a été notre erreur. Cela ne se reproduira plus. Nous maintiendrons notre liberté d'action. Le message est clair. Israël n'écarte aucune option, même celle de l'intervention militaire. En attendant, les Occidentaux exigent notamment des autorités iraniennes qu'elles justifient la présence de traces d'uranium sur 3 sites qui n'ont jusque-là jamais été déclarés. Et avec nous pour en parler, Clément Terme, chargé de cours à l'université Paul Valéry. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Rassana. Merci d'être avec nous. Il a des chances d'obtenir satisfaction, le président de l'AIEA, Raphaël Grossi. Est-ce que l'Iran souhaite réellement coopérer aujourd'hui ? Alors oui, c'est une coopération tactique, c'est-à-dire là, l'Iran insiste sur l'aspect technique de l'accord et la non-politisation, ce qu'ils appellent la non-politisation des questions nucléaires. Mais en fait, le nucléaire est plus un moyen pour projeter une puissance exagérée sur la scène internationale, c'est-à-dire que le régime est très vulnérable à l'intérieur face à l'opposition, face aux mobilisations populaires. Il y a eu des manifestations ces jours-ci à Isfahan en raison de la crise de l'eau en Iran, une crise écologique majeure. Donc le nucléaire est à la fois un moyen pour montrer la force de la République islamique, même si c'est très artificiel, et aussi un moyen pour se sociabiliser au plus haut niveau. C'est-à-dire parce que l'Iran développe son programme nucléaire, accélère son programme nucléaire, cela suscite l'intérêt des grandes puissances, et cela permet, si vous voulez, à la République islamique de boxer dans une catégorie au-dessus de sa catégorie réelle, c'est-à-dire une puissance déclinante sur le plan économique. Depuis juin, l'Iran a à sa tête un nouveau président, Ebrahim Raïssi. Il y a des changements à en attendre vis-à-vis de la position américaine et de la main tendue de Joe Biden. Oui, c'est beaucoup plus compliqué puisque le nouveau président iranien est accusé de crimes contre l'humanité par Amnesty International. Donc il sera très difficile pour lui, si vous voulez, de vendre cet accord, notamment pour Joe Biden, au Congrès américain, qui a une sensibilité particulière sur la question iranienne, au-delà de la question nucléaire. C'est-à-dire il y a aussi la question balistique, la question des drones,
la question de la politique régionale de l'Iran et les menaces que la République islamique fait peser sur les alliés de l'Amérique, à savoir Israël et l'Arabie saoudite. Donc il y a une question pour l'Amérique qui va au-delà de la question nucléaire, et l'élection d'un ultra-conservateur, Ebrahim Raïssi, complique, si vous voulez, la communication institutionnelle du gouvernement américain sur la question de l'accord possible sur le nucléaire ou d'un retour ou d'un nouvel accord. L'AIEA a fait état la semaine dernière d'une nette augmentation du stock d'uranium enrichi par Téhéran. L'Iran peut-elle encore revenir en arrière? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment aussi d'une réaction peut-être d'Israël? Oui, ce risque existe. En même temps, l'Iran sera entre 1 et 5 ans de la production de systèmes d'armes nucléaires, donc il reste encore du temps. Et cette accélération du programme, notamment l'enrichissement à 60%, est plus une monnaie d'échange pour le régime, un moyen de marchander, donc à la fois pour surjouer la puissance iranienne et en même temps aussi pour négocier des contreparties économiques et obtenir ainsi des allègements de sanctions économiques de la part du gouvernement américain. Tout de même en franchissant le seuil inédit de 60%, en se rapprochant des 90% nécessaires à la construction d'une bombe, est-ce que l'Iran n'a pas, une fois pour toutes, signifié son intention de se doter de l'arme atomique, contrairement à toutes ses déclarations passées? Alors c'est un état du seuil, l'Iran. Donc c'est ça le problème, c'est un état du seuil nucléaire, c'est-à-dire que si la décision est prise rapidement, donc en quelques mois, quelques années, il est possible de produire ces systèmes d'armes atomiques. Mais cette décision n'a pas encore été prise parce que le risque reste très grand, si vous voulez, d'une réaction militaire américaine, plus qu'israélienne, en l'occurrence, si l'Iran produit effectivement des systèmes d'armes. Donc si vous voulez, l'ambiguïté pour l'instant, qui règne autour des intentions finalement nucléaires iraniennes, militaires au Pacifique, est un système, le statu quo est préférable, si vous voulez, à une réelle militarisation rapide du programme à court terme. Il y a la question de l'enrichissement, il y a la question aussi de l'accès aux sites. Est-ce que l'Iran est déterminé, ou en tout cas prêt, à laisser les inspecteurs de l'AIEA accéder enfin à tous ces sites et à faire toute la transparence sur son programme? Alors là aussi, il y a des pressions qui sont exercées sur les inspecteurs. Il y a, si vous voulez, un système à la fois de coopération et de refus de coopérer pour obtenir, si vous voulez, des concessions à la table des négociations. Parce qu'il y a un lien, si vous voulez, entre la coopération technique entre la République islamique et l'AIEA et les évolutions à Vienne potentielles. C'est-à-dire, si les négociations internationales avancent, on peut s'attendre à une plus grande coopération. Donc cette coopération est aussi un outil de marchandage pour obtenir une levée des sanctions économiques américaines. Vis-à-vis des États-Unis, justement, est-ce que Téhéran est prêt à reprendre un dialogue direct avec Washington? Pour l'instant, non. Donc c'est aussi un des obstacles pour la réussite de la négociation internationale, puisque la République islamique utilise les médiations russes et chinoises, puisqu'ils ont confiance en Moscou et Pékin, mais les États-Unis n'ont pas confiance dans les Russes et les Chinois. Et de l'autre côté, les Américains utilisent les Européens, mais la République islamique n'a pas confiance dans la médiation européenne. Donc on est, si vous voulez, dans un système de négociation indirect qui était très peu efficace sur le plan des résultats diplomatiques. Et donc on est dans un système bloqué, mais c'est l'ADN, si vous voulez, de la République islamique, le rejet de la normalisation avec les États-Unis et l'idéologie anti-américaine qui est au cœur, si vous voulez, de l'idéologie de la révolution islamique depuis 1979. L'Iran exige comme préalable à la réduction de son programme nucléaire la levée des sanctions américaines remises en place sous Donald Trump. Est-ce que d'après vous, Joe Biden et l'administration de Washington est prête à le faire aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est comme cette idée d'une compensation, puisque le retrait américain aurait coûté entre 200 et 300 milliards de dollars selon les estimations de la République islamique à l'économie iranienne. Si vous voulez, c'est une surenchère, puisque en même temps, le gouvernement iranien dit qu'il veut un retour dans l'accord tel qu'il était en 2015. En 2015, aucune compensation n'était prévue. Et il s'agissait d'une levée partielle des sanctions. Donc, il n'a jamais été question d'une levée totale des sanctions. Donc, si vous voulez, le retrait américain a permis à l'Iran, à la République islamique, de s'affranchir des règles nucléaires et en même temps d'effectuer une surenchère sur ses ambitions en termes de levée des sanctions. On est donc parti, visiblement, d'après ce que vous nous dites, pour de longues discussions, de longues négociations. Seront-elles conclusives, productives ou bien de simples postures, d'après vous? En fait, le statu quo arrange tous les acteurs du processus de négociation, puisque personne ne veut d'une escalade militaire dans la région. Et en même temps, il faudrait négocier les dossiers des droits de l'homme, les dossiers de la politique régionale de l'Iran et des questions balistiques et de drones pour parvenir, si vous voulez, à la fois à une normalisation des relations
entre la République islamique et ses voisins arabes qui accusent Téhéran d'ingérence dans les affaires intérieures de ces pays, et en même temps vis-à-vis des États-Unis, où la question des droits de l'homme est quand même importante, notamment du point de vue du Congrès américain, où la mémoire, si vous voulez, de la prise d'otage des diplomates américains en 1979 est encore très prégnante dans le processus de prise de décision politique à Washington. Et donc, il sera très difficile aussi d'obtenir un nouvel accord sur le nucléaire qui donnerait plus à l'Iran, c'est-à-dire qui satisfasse les ambitions iraniennes en matière de levée des sanctions. C'est quasiment impossible pour l'administration Biden de négocier un tel accord avec le Congrès américain qui doit approuver un nouvel accord. Donc le plus logique serait un retour dans l'accord tel qu'il est, parce qu'il n'y aurait pas besoin de ce vote du Congrès, et en même temps, ça serait très difficile à accepter du point de vue de Téhéran, du fait de l'échec du premier accord. Donc j'imagine plutôt un accord intérimaire qui permettent de sauver la face à toutes les parties présentes autour de la table. Merci Clément Terme, voilà ce qu'on pouvait dire donc, de cette visite du président de l'AIEA à Téhéran. Une procédure pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique est ouverte en Martinique après des tirs par arme à feu la nuit dernière visant des pompiers et des forces de l'ordre à Fort-de-France. Il n'y a aucun blessé, mais le mouvement contre l'obligation vaccinale pour les personnels soignants partis de Guadeloupe fait désormais tache d'huile. Des barrages érigés cette nuit contre l'obligation vaccinale des soignants et le coût de la vie. Les manifestants ont enflammé des pneus et des voitures. Vers 1h du matin, alors qu'elles interviennent sur des feux dans ce quartier de Fort-de-France, les forces de l'ordre sont prises pour cible, visées à plusieurs reprises par des tirs d'armes à feu. Tout en circulant, les collègues se sont fait tirer dessus et lorsqu'ils ont stoppé le véhicule, ils ont constaté des impacts sur le véhicule. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce matin, au milieu des carcasses de véhicules, les riverains ne comprennent pas cette montée des violences. Je dis que ce n'est pas acceptable parce que les policiers sont là pour faire leur boulot et ils ne sont pas là pour être menacés ni attaqués. Ça sert à quoi aujourd'hui? Au nom de quoi? Oui, on nous impose des choses. Oui, nous sommes contre qu'on nous impose des choses. Mais est-ce qu'en brûlant, est-ce que ça va servir à quelque chose? Pour l'heure, les principaux axes routiers de l'île restent bloqués. Reçus aujourd'hui par le préfet et la collectivité de Martinique, les syndicats appellent à poursuivre la grève générale. Et sur l'autre île, d'où est parti le malaise? En Guadeloupe, malgré la présence du RAID et du GIGN, la nuit dernière a été encore émaillée d'incidents, avec là aussi des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. Elles ont procédé en une semaine, depuis le début de la crise, à 90 interpellations, avec à la clé pas moins de 60 gardes à vue. À Pointe-à-Pitre, on fait le point avec Laura Séné, journaliste à Guadeloupe La Première. Toutes les déclarations venues du gouvernement sont accueillies comme des déclarations de mépris par le collectif mobilisé ici en Guadeloupe. Invité de notre édition hier soir encore, leur porte-parole Jean-Marie Nomertin disait que les réponses du gouvernement ne sont pas adaptées à leurs revendications. Ils restent fermes et déterminés et ils réclament toujours une rencontre avec les autorités. Sur le terrain, la situation s'est un petit peu améliorée hier soir. La nuit d'hier a été un petit peu moins violente que celle que nous avions connue. Nous avons aussi ici en Guadeloupe essuyé quelques tirs à balles réelles en périphérie de la région pointoise où je me trouve ici, mais pas d'incendie, pas de scène de pillage comme on a connu ces derniers jours. Dans son désormais traditionnel bilan de la situation, la préfecture nous signale tout de même un décès en marge de barrage, une personne à laquelle les secours n'ont pas pu sauver. Elle est décédée lors de son transport. Une enquête a été ouverte, bien sûr, le parquet a été saisi. Mais de manière générale, ici en Guadeloupe, la situation reste la même. Les routes et surtout la Basse-Terre restent toujours bloquées. Un homme poursuivi notamment ici en France pour torture va-t-il diriger l'Organisation internationale de police criminelle? Interpol se réunit pour 3 jours à Istanbul pour élire son nouveau président. L'instance dont le siège est à Lyon pourrait bien choisir Ahmed Nasser Al-Raïssi, un militaire des Émirats arabes unis. Mounia Kassem. Ahmed Nasser El-Raïssi sera-t-il le prochain président d'Interpol? Le candidat émirati est pourtant pointé du doigt pour des faits de torture notamment. En France, une plainte a été déposée contre le général El-Raïssi dans l'affaire de l'opposant Ahmed Mansour, placé à l'isolement depuis 4 ans. Ces 2 citoyens britanniques de passage aux Émirats affirment aussi avoir subi des sévices.
Ils ont déposé plainte en Angleterre contre Ahmed El Raisi pour détention arbitraire et torture. Pour leur avocat, l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur émirati est responsable de ces violences. Nous nous interrogeons comment quelqu'un comme le général Al-Raisi, qui est responsable en tant qu'inspecteur général des prisons et des gardiens, mais aussi des interrogatoires, comment quelqu'un comme lui peut-il devenir président d'Interpol, dont le but même est d'enquêter sur les crimes? Interpol, c'est surtout une base de données gigantesque, une mine d'informations pour les 194 pays membres qui émettent les fameuses notices rouges pour les personnes recherchées. Beaucoup craignent donc une utilisation abusive de ces données par des régimes autoritaires. Mais l'accès aux informations peut être en réalité restreint par les pays membres. S'il est élu, Ahmed Nasser El Raisi n'aurait pas les pleins pouvoirs, mais son élection fragiliserait un peu plus l'institution policière. D'autant qu'il pourrait être remplacé à son poste de délégué au sein du comité par le candidat de la Chine, l'ancien policier Hu Binchen. Certaines ONG craignent que son arrivée permette à Pékin d'accroître sa répression contre les dissidents. La France, après les États-Unis, appelle à son tour ses ressortissants à quitter l'Éthiopie. Paris qui déconseille également les transits par l'aéroport de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Le conflit entre les forces gouvernementales et les combattants rebelles du Front populaire de libération du Tigré a fait des milliers de morts depuis novembre 2020. Face à l'escalade des affrontements, le gouvernement a décrété l'état d'urgence. C'était au début du mois, une première depuis 2018. À Addis Abeba, on fait le point avec notre correspondante Maria Gert-Niculescu. Une cellule de crise a été ouverte par l'ambassade de France. L'évacuation sera organisée pour ceux qui le souhaitent directement par l'ambassade et ce à partir de mercredi. Cette demande intervient alors que d'autres pays comme les États-Unis ou encore l'Allemagne avaient déjà demandé à leurs ressortissants de quitter le pays au vu de la situation militaire. Les États-Unis qui ont exprimé mardi leur inquiétude face à l'évolution des combats. Mais pour l'instant, l'aéroport international d'Addis Abeba reste ouvert, il fonctionne normalement et il y a toujours des vols quotidiens entre Addis Abeba et Paris. Pour l'instant, les rebelles tigréens se trouvent encore à environ 190 km au nord-est de la capitale, mais ils poursuivent leur combat et leur avancée vers Addis Abeba. Ils se battent pour l'instant autour de la ville de Debrecina qui se trouve dans un col extrêmement montagneux. C'est donc une étape très très difficile dans leur avancée. Les forces tigréennes qui disent vouloir prendre la capitale Addis Abeba pour mettre fin au siège, au blocus humanitaire imposé au Tigré, où l'ONU affirme que des centaines de milliers de personnes font face à la famine. Si les rebelles tigréens parviennent à contrôler ce col de Debrecina, il est probable que le degré d'alerte sur la capitale s'élèvera encore d'un cran. Le gouvernement éthiopien, de son côté, assure que les forces tigréennes seront vaincues. Lundi soir, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a même affirmé qu'il irait lui-même au front pour s'assurer de la victoire de l'armée éthiopienne. Et ce mardi, la mairie d'Addis Abeba a assuré que la capitale était en situation de paix. Cette nouvelle mission à présent pour la NASA, l'agence américaine qui va tenter de dévier un astéroïde de sa trajectoire. Ils sont 27 000 au total proches de la Terre, répertoriés aujourd'hui, mais le risque de collision en général est infime. Voyez le récit pour France 2, Dilal El Aflahi. C'est un scénario digne du film Armageddon. Protéger la Terre d'un astéroïde en déviant sa trajectoire, c'est l'objectif de la mission DART, fléchette en anglais. Une fusée décollera ce soir depuis la Californie en direction de 2 astéroïdes. Didymos, 780 mètres de diamètre, 2 fois et demi la taille de la Tour Eiffel, et Dimorphos, 5 fois plus petit. Dans un peu moins d'un an, la sonde DART, un engin de 550 kg, sera projetée à une vitesse de 24 000 km/h pour venir s'écraser sur le plus petit des astéroïdes. La partie principale de la fléchette est 100 fois plus petite que l'astéroïde. Ça ne va pas le détruire, ça va juste lui donner un petit coup. Sa trajectoire devrait alors être modifiée. Une déviation faible ou au contraire importante, c'est ce que cherchent à savoir les scientifiques. Et si un jour on découvre qu'un astéroïde se dirige vers la Terre, ce genre d'information nous donnera une idée du niveau de force dont nous aurons besoin pour dévier cet astéroïde de la Terre. Selon la NASA, près de 27 000 astéroïdes proches de la Terre sont répertoriés, avec un risque de collision infime de 0,057% d'ici 2300.
C'est la fin de ce journal, mais on continue notre tour de l'actualité, cette fois la chasse aux fausses infos avec vous, Johanna Citruc. Bonjour, Info Intox. Vous allez nous parler aujourd'hui du projet Myanmar Witness. Oui, alors pour comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord connaître la situation actuelle en Birmanie. Pour rappel, le 1er février dernier, il y a eu un coup d'État, l'armée s'est emparée du pouvoir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'importantes manifestations. Des manifestations à la fois contre ce putsch, mais aussi pour la démocratie. Donc pendant plusieurs semaines, des milliers de personnes descendent régulièrement dans les rues du pays. Le problème, c'est que sans surprise, ce mouvement ne plaît pas à l'armée, qui se lance donc dans une répression sanglante. Et même si aujourd'hui, la protestation est plus discrète, eh bien la junte birmane continue de traquer ses opposants. Donc d'un côté, on a les militaires qui sont accusés de ne pas respecter les droits de l'homme, et de l'autre, on a des Birmans qui ont des preuves, qui ont des photos ou des vidéos de ce que fait l'armée, mais qui ont peur de les publier sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur des représailles. Et vous allez le voir, c'est justement de ce constat qu'est né le projet Myanmar Witness. Il s'agit en fait d'une plateforme sur laquelle les témoins peuvent envoyer leurs documents sur ce qui se passe dans le pays, mais de façon anonyme. Les images sont ensuite analysées, authentifiés par une quinzaine d'enquêteurs, essentiellement des Birmans, mais il y a aussi d'autres nationalités pour les aider. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, évidemment. Il y a par exemple cette vidéo qui a été publiée sur Twitter, et les personnes en fait, qui l'ont envoyée affirment que le 29 octobre dernier, l'armée a incendié des maisons dans l'état de Chin, qui se trouve dans le nord-ouest du pays, une région qui est très opposée au gouvernement militaire. Alors, pour vérifier ces images, les enquêteurs de Myanmar Witness ont utilisé deux outils. Le premier, vous le voyez, c'est Google Earth, qui leur a permis en fait de comparer le paysage. On voit à gauche, c'est Google Earth. À droite, c'est les images de la vidéo qui a été envoyée. On voit que les reliefs sont similaires et surtout les routes sont similaires. Le lieu est donc bien celui qui a été donné à l'origine. Et puis l'autre outil, c'est celui-ci. C'est en fait une plateforme de la NASA qui permet de repérer les incendies dans le monde grâce aux températures qui sont relevées sur place. Et en effet, on voit bien, c'est ici au centre de l'image, qu'il y a eu un incendie dans cette partie de l'état de Chin le 29 octobre 2021. Le seul détail qui n'a en fait pas pu être vérifié de façon indépendante, c'est l'origine des flammes. Est-ce que c'est bien l'armée qui est responsable, comme l'affirme l'auteur de la vidéo et les médias locaux? Myanmar Witness ne peut pas se prononcer avec certitude sur ce point. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, les enquêteurs ont assez d'informations, assez d'éléments pour pouvoir authentifier ou non les images qu'ils reçoivent. C'est ce que nous a expliqué d'ailleurs le directeur des enquêtes. Il a été interviewé par nos équipes il y a quelques jours. On va l'écouter. Whenever we receive photos or videos, or whenever we collect them, we sort of take them through this wash and tumble process to test the information. One that we did, which is quite an important investigation, was in Buggo, which was an attack in early April where numerous people were killed, and there was a claim floating around online that heavy weapons were used. So things like this, which is a shell of an RPG or a high explosive round fired from a gun. Myanmar Witness, we collect a lot of images since February 1. And one of the images that we collected from Buggo was this one. This image was quite interesting because there were some specific features in it that matched the photo of the RPG round. Now we're able to use two images, and we can use something like Google Street View to start driving down the street and identifying perhaps where something was taken. So we can match it up with this roof, this one, and this one. We can prove that it was taken on that street in Buggo, which is where the military were attacking protesters as they fled from that area. Alors, est-ce que parfois les images sont fausses, Johanna? Oui, effectivement, c'est ce que montre par exemple cette enquête qui a été réalisée par nos confrères de l'AFP Factuel. Parmi les images qui ont été reçues par l'équipe de Myanmar Witness, il y avait aussi ces incendies qui auraient encore une fois été déclenchés par des militaires en Birmanie. Les enquêteurs ont analysé les vidéos plan par plan. Ils ont fait ce qu'on appelle en fait une recherche d'images inversées, et ça permet de faire un comparatif avec ce qui a déjà été publié sur le web auparavant, et ils ont retrouvé, vous le voyez, les mêmes images exactement, avec les mêmes bâtiments qui sont en flammes, le même incendie, les mêmes témoins, sauf que ce n'était pas récemment
en Birmanie, mais c'était en 2019 au Cambodge, donc rien à voir. Idem pour cette photo qu'on voit ici sur le site de France 24, qui a été très relayée cet été, affirmant que la junte birmane volait des réservoirs d'oxygène pour faire face à la pandémie de Covid-19, sauf qu'en réalité, pareil, on a fait une recherche d'images inversées qui était au-dessus, qui explique en fait que, voilà, c'était la vidéo, l'image originale, là, la recherche d'images inversées qui montre en fait que les soldats n'étaient pas en train de voler, mais en train de livrer du matériel médical. Donc pour résumer, oui, il y a des photos, il y a des vidéos qui montrent clairement que l'armée viole les droits de l'homme, c'est sûr, mais toutes celles qui sont relayées ne sont pas vraies. Il faut donc faire le tri et c'est justement le rôle de cette organisation Myanmar Witness. Merci Johanna Citruc, Info Intox avec Johanna. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu moins de 5 minutes maintenant pour un nouveau journal dans Paris Direct.